Avec la montée de l'antisémitisme, je pense que les gens ils sont plus prêts à être révisionnistes et être pro que commencer à dire dans le climat c'est une foutaise. Aujourd'hui, on n'exige pas que chaque minorité ait les mêmes droits que les autres. On veut essayer de favoriser des minorités par rapport à la majorité. À la fois, on veut exploiter les riches, donc les garder pour les taxer, et de l'autre côté, on veut s'en débarrasser. L'objectif vraiment final, c'est pas qu'il y ait moins de pauvres, c'est juste qu'il y ait plus de riches et qu'il n'y ait pas ces gens soit qui ont un pouvoir supérieur au leur politiquement. La morale, elle est individuelle, ça n'existe pas une morale collective. Prenez deux gens dans la rue, vous leur citez une dizaine de faits, c'est assez rare que les gens soient 100% d'accord sur chaque fait, est-ce que c'est bon ou mauvais. Quelqu'un qui galère et qui vient d'en bas, déjà, il peut aller que vers le haut. Mentalement, je pense aussi que c'est un peu plus simple que pour un riche, parce que lui, la pente qu'il peut prendre, elle est monstrueuse. T'as les drogues, t'as l'alcool, t'as la prostitution, t'as tellement de déviances dans lesquelles tu peux aller. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, en tout cas à nous, oui, de nous retrouver dans un repas de famille avec des gens qu'on aime beaucoup et de se retrouver pris dans des discussions politiques, économiques, écologiques, anthropologiques, peu importe, et de plus savoir où se mettre parce qu'en fait la discussion elle a aucun sens. On parle de sujets que les gens ne maîtrisent pas et vous retrouvez là parce que vous avez fait vos devoirs. Vous savez qu'on est très loin de la vérité mais vous osez pas parler. Et l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est que vous perdiez votre famille. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est pas du tout vous embrouiller avec eux, ça c'est de l'humour, c'est plus que vous ayez les armes pour débattre avec eux de façon intelligente, que vous reposiez en fait sur des exemples concrets et surtout sur, pour être capable de contrer ce qu'on appelle généralement des sophismes, c'est-à-dire en fait des choses qui sont juste fausses, mais qu'on répète souvent. Donc Et qui avec ont l'air vrais. Et qui ont l'air vrais. Bah oui, sinon c'est pas marrant. C'est ça le Mm. problème, parce que balancer des trucs faux qui ont l'air faux, généralement ça se voit. Aujourd'hui, on va avoir avec vous 8 sophismes principaux qu'on a identifiés. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire en commentaire. On peut continuer, hein, je pense qu'il y en a bien plus que 8. Et d'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Comme ça, c'est fait. Est-ce que Ouais, t'es tout chaud? ça, ça vient du travail de Bhaskar, Ouais, une vieille vidéo que tu as dénichée d'il y a 7 ans ouais. et dont tu as fait un petit document. En vrai, on pourra le partager comme ça, parce que je trouve ça pratique de pouvoir relire, tu vois, de se faire des petites fiches de révision juste avant les fêtes de Noël pour, pour être prêt. Parce que ouais, c'est toujours utile, parce que ça demande de dépenser du glucose, comme dit Bhaskar. Et c'est les mecs qui vont au repas de famille, c'est pour faire la guerre. Quelle horreur. Bah, en vrai, ouais, enfin, moi, je peux le comprendre, tu vois? Je peux le comprendre et en tout cas, il vaut mieux arriver armé que d'arriver à poil, ça, c'est sûr. Et pour ceux qui savent pas qui est Bhaskar, je vous mets une petite fiche à l'écran. C'est un lien vers, une vidéo qu'on a tournée avec lui, qui est un monsieur remarquable et hyper intéressant. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, après celle-ci évidemment. Et si tu es prêt, je te propose de commencer par un dilemme. Alors on a tout posé un peu sous forme de dilemme, c'est-à-dire en fait on souligne la contradiction, de ce que les gens pensent en général, de ces fameux sophismes. Le premier, c'est le dilemme économico-politique. Donc en fait, on va avoir 2 types de positions en général que les gens vont nous dire. C'est d'un côté, l'économie n'est pas une science exacte. Donc en gros, qu'on peut pas c'est pas une discipline, très rigoureuse, c'est du vent, c'est juste une construction. Ce qu'on peut rejoindre nous d'une certaine façon, on le développera après. Heu, mais on va aussi nous dire qu'il faut que l'État intervienne pour réguler les choses, en se basant du coup sur des analyses économiques. Parce que si, l'État, donc ce fameux truc omniscient que personne comprend, n'intervient pas, ce serait la merde. Alors, déjà, je pense que vous commencez à cerner un petit peu la contradiction, c'est-à-dire que si c'est pas une science exacte, heu, bah, pourquoi en fait l'État devrait réguler les choses? C'est-à-dire on se base sur quoi? C'est que généralement on prend des chiffres, on prend des retours du terrain, peu importe et de ça, on en déduit une politique, heu, qu'on va appliquer, bah, au pays en l'occurrence. Sauf que, bah, du coup, c'est profondément contradictoire et je pense que le premier point, qu'il faut démonter, c'est est-ce que l'économie est une science exacte?
Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Je pense que c'est la première chose qu'il faut éclaircir pour que les gens comprennent. Je sais pas si tu veux le développer, ou sinon je peux le faire. Ouais, bah, en fait, c'est surtout que je sais pas si c'est vraiment amené exactement de cette manière. Parce que souvent, quand t'es en cours, on t'amène des théories au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y en a toujours une qui est prédominante. Ça va être d'essayer de mathématiser, de créer des formules sur tout ce que tous les toutes les dimensions de ta vie économique. Et c'est vrai qu'on sent en plus en France bah, qu'on adore un peu réfléchir et rester à l'université pour y passer du temps parce qu'en plus c'est gratuit et on est payé à rester assis. En tout cas quand t'es pas dans le privé. Et c'est vrai qu'il y a une tendance en France à vouloir tout intellectualiser et c'est un peu pareil dans le monde. Et en même temps, bah, comme c'est financé par l'État, bah, ça lui va bien puisque voilà, c'est des théories qui vont dans son sens. Et c'est vrai que pour n'importe qui a été à l'école, on voit que bah, très rapidement, tu te retrouves voilà, à devoir étudier des formules mathématiques, des ratios entre monnaies, ce que ça va provoquer dans l'économie. Et en fait, ça a un caractère rassurant et de se dire, voilà, tu peux prédire, savoir ce qui va se passer. Le monde d'un coup paraît tout de suite plus simple. Et ça me fait penser aussi à un autre truc que dit Bhaskar, c'est que la politique, c'est un peu pour les enfants. Et je trouve que c'est vachement lié. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a pas accepté que le monde, en fait, c'est une complexité que l'humain n'est pas capable de d'avoir dans son entièreté, dans son cerveau, et il pourra pas tout gérer, qu'à un moment, il va faire une sorte d'acte de foi dans le monde. Bon, après, ça peut être chrétien ou athée, mais genre juste croire que ça peut marcher sans que tu en connaisses toutes les causes et les conséquences. Et c'est vrai que c'est un peu, tu sais, la réflexion qu'on se faisait quand on était genre encore à l'école et qu'après on arrivait dans le marché du travail. Mhm. Et je me rappelle qu'au début, quand on parlait avec nos collègues, on disait punaise, mais tu sais, t'as ce moment quand t'arrives dans une grosse entreprise où tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, t'as que des vieux enfants qui sont un peu partout et qui essayent de régler leurs trucs et qui font n'importe quoi un peu partout. Mais au final, ça marche, tu vois. Et tout est un peu branlant. T'as des trucs techniques de partout, des lignes de code que tu sais qu'en fait, ils ont à peu près ton même niveau technique, mais ils les déploient et en fait, ça maintient les comptes de grosses entreprises, ça fait marcher les feux, ça fait marcher les autoroutes, les centrales nucléaires. Et tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? En fait, genre, c'est pas des dieux, c'est pas les adultes qu'on avait idolâtrés. Écoute, et tu te dis, punaise, c'est la merde. Ouais. Et en fait, c'est soit bah, tu dis, ok, j'accepte, et puis en fait,
bah, tu sur la vague, en permanence et tu dois improviser pour que tout marche. Ou sinon tu te dis, «Non, il faut qu'on calcule tout, il faut qu'on ait tout à l'avance et ça va jamais marcher» et j'ai l'impression qu'il y a un peu ces 2 visions. Il y a un moment où il faut que tu acceptes, où tu pars dans ta caverne, tu te dis: «Bah, en fait, il faut que j'efface le réel et que je crée des formules mathématiques qui vont réussir à tout représenter, tout modéliser», quitte à ce qu'en fait, il y ait 99 d'échecs. Mmh. Mais au moins, je peux me rassurer avec ma petite formule mathématique. Et c'est un peu comme ça que je vois aujourd'hui Ouais. un économiste qui fait des formules mathématiques pour représenter le réel. Ouais, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le manque d'humilité et un problème avec le contrôle. C'est, vraiment, pour moi, le manque d'humilité est premier. En fait, c'est soit un manque d'humilité, soit une stupidité profonde. C'est-à-dire que si tu es dans la position de dire: «Mais non, on peut contrôler, on sait», c'est que tu pas humble. Et sinon, c'est la position du mec con qui te dit, «Non, mais moi, j'en sais rien, mais il y a des gens je pense qu'il y a des gens qui sont capables de tout contrôler». Donc en fait, ils projettent, sur d'autres des idoles ou des mecs qui vont penser intelligents, de dire: «Non, mais eux, ils savent, donc je leur délègue mon pouvoir» et on va en parler après parce que c'est lié à la démocratie, hem, ce genre d'ânerie. Mais pour moi, c'est vraiment ça et pour revenir à ce qu'on disait du coup, sur le point vraiment est-ce que l'économie est une science? Parce qu'aujourd'hui, les modèles dominants, c'est généralement, bah, tous les modèles le modèle keynésien, un petit peu les modèles monétaristes de l'école de Chicago avec, notamment tout ce qui est économétrie, donc mettre en équation l'économie et ça vraiment c'est comme si on faisait de la physique. C'est-à-dire on prend des maths et on essaye de, modéliser le réel. En physique ça Hmm. marche pour la simple et bonne raison que c'est une science expérimentale. Donc en physique l'empirisme fonctionne, c'est-à-dire on observe, on expérimente, on observe, et on en conclut, des formules qui représentent pas toujours parfaitement le réel, mais qui suffisent à expliquer la réalité. Et ça marche en plus de manière, on va dire, je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais genre juste pour des cas précis, tu vois, j'aurais envie de dire un peu discrète. Parce que ouais, ça marche quand tu veux envoyer une fusée dans l'espace, ce genre de choses, pour un truc où tu arrives à limiter le nombre de variables. Mais Voilà, par c'est exemple, et on en parle en permanence, le pour le climat! climat, pour le climat, c'est une toute autre affaire, quoi. Parce que le nombre de variables Tu peux pas modéliser un est beaucoup système trop grand. chaotique. C'est ça. C'est ça. C'est en fait, c'est simple. Si vous pensez qu'on est capable de modéliser le climat, alors on serait capable de modéliser, par exemple, les cours en bourse et de les anticiper à l'avance. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas possible. Sinon, ou alors, si vous le savez, bah, dites-le nous et on deviendra tous riches ensemble. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et surtout, en physique, pour tester une équation, on peut isoler des variables. Par exemple, on peut en fait déjà les tester en laboratoire. On peut pas tester l'économie en laboratoire. On peut pas isoler un pays du monde et le modéliser parfaitement en se disant bon bah tiens on va isoler ce facteur là et on va essayer de voir ce qui se passe. C'est impossible et le fait que ce soit impossible invalide le fait que empiriquement on puisse analyser l'économie, ce qui n'en fait donc pas une science dure comme la physique, ce qui en fait plus une science sociale, une science molle, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est pour ça que, on en revient à notre point, pour que l'État intervienne, eh ben non, parce qu'en fait, il intervient à partir de quoi? Sur quelles observations il va se baser pour définir une mesure? Il va se dire: «Ah bah tiens, si, je sais pas, on augmente les taxes, ça va, je sais pas, augmenter la consommation de telle personne». Et peut-être que ça va marcher. C'est-à-dire qu'on va prendre cette décision, ça va peut-être marcher, mais il y a aucune reproductibilité. C'est-à-dire qu'on peut le faire à l'intervalle de 2 jours différents dans 2 pays différents, ça produira pas du tout les mêmes choses. C'est bien la preuve qu'il y a aucune reproductibilité et que en fait, ça revient à jouer enfin, c'est de la loterie. Après, il y en a qui peuvent être fans de loterie pour gérer un pays, ça peut se faire, mais c'est pour ça que c'est profondément, con et contre-productif et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc Hmm. l'économie n'est pas Ouais. d'une science dure et donc il vaut mieux que l'État n'intervienne pas, conclusion. Le second point, c'est le dilemme du bouc émissaire à 2 têtes. Voilà, je lis tel que je l'ai écrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, ça colle vachement à l'actu parce que ça parle des riches. C'est que d'un côté, on va avoir une armée de gens qui vont dire il faut taxer les riches pour partager les richesses. Et ça, pour moi, c'est pas une opinion de gauche, hein, c'est une opinion majoritaire chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens de droite qui pensent qu'il faut taxer les riches pour partager les richesses. Et il y a une autre position que là,
on entend plus à gauche généralement, c'est qu'on n'aurait pas besoin des riches, et il y en a beaucoup qui utilisent cette rhétorique en ce moment, ils ont qu'à dégager et qu'ils reviennent pas. En gros, on peut faire sans eux. Et donc en fait, là, il y a quand même quelque chose de profondément contradictoire à mon sens, tu me diras ce que tu en penses. C'est qu'à la fois, on veut exploiter les riches, donc les garder pour les taxer, et de l'autre côté, on veut s'en débarrasser pour les chasser. Pour moi, ceux qui disent ça, il y a un problème de logique primaire, parce que c'est souvent les mêmes. Hein. Ceux qui disent qu'on n'en a pas besoin, c'est quand même ceux qui disent oui, mais en attendant, on va les taxer. Mais du coup, si vous en avez besoin aujourd'hui pour les taxer, s'ils partent, vous faites comment? Ouais, Et en un truc plus, que je comprends en fait, pas. c'est souvent amené d'une certaine manière, c'est que j'ai l'impression ils arrivent à la deuxième position, on n'a pas besoin des riches, vas-y, à des moments, c'est même qui crèvent ou qui se barrent. Une fois que tu les as poussés dans leur retranchement. Et qu'en gros, bah ouais, au début, ils partent avec la proposition, ouais, on va les taxer. Puis après, tu as le présentateur ou l'opposant qui va dire, ouais, mais il y a l'effet de la cour de l'affaire, les mecs vont se barrer, il y a toujours des opportunités pour trouver des optimisations fiscales. Et les mecs, ils se sont dit, ouais, ils cherchent des arguments. À la fin, ils en trouvent plus. Et ils disent, bah, qui crève? Et, et en fait, il n'y a aucune continuité dans l'idée et la logique, elle est totalement foutue en l'air. Ouais, Et en fait, ça montre qu'une seule chose, c'est que l'idée, c'est pas de répartir les richesses, c'est juste de tuer les massacrer les riches. riches. Ouais. C'est ça. C'est qu'en fait, l'objectif vraiment final, c'est pas qu'il y ait moins de pauvres, c'est juste qu'il y ait plus de riches et qu'il y ait pas ces gens, soit qui ont un pouvoir supérieur au leur politiquement, soit que l'idée même qu'il y ait des gens qui aient pu réussir par eux-mêmes sans utiliser l'appareil étatique Mmh. et par ponctionner les ressources de tout le monde, faut pas que les gens en prennent conscience. Et je vois pas trop ce que c'est C'est en fait, pour la moi, jalousie, je sais pas. le logiciel de gauche. Enfin, quand on dit gauche, c'est généralement de gauche économique. Hein. C'est socialiste, collectiviste, interventionniste, vous appelez ça comme vous voulez, communiste aussi. C'est qu'en fait, pour moi, c'est des gens qui ont un problème avec le pouvoir. Déjà, il y a un truc quand même. Hein. Vous remarquerez que sur les pancartes, il y a écrit taxer les riches et pas enrichir les pauvres. Donc, les gens de gauche ne sont pas intéressés pour réduire la pauvreté. Ils veulent réduire la richesse de certains. Et moi, je trouve que cette analogie, elle est bien. Ils veulent pas donner un marchepied aux pauvres pour essayer d'avoir une sorte d'égalité où tout le monde serait plus riche. Ils veulent couper la tête de ceux qui dépassent pour qu'on soit vraiment tous au même niveau, mais niveler vers le bas. Ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, déjà, ça démontre qu'ils sont pas du tout intéressés par les pauvres. Hein, ils en ont rien à secouer. Ils sont intéressés par le pouvoir, en réalité. Ce qui les dérange énormément, et c'est ce que tu disais, c'est cette asymétrie de pouvoir que créent les inégalités. Parce que quand tu as de la richesse, quand tu as de l'argent, bah oui, tu as plus de pouvoir. Mais pas forcément du pouvoir politique, parce que nous, on n'est pas pour que des riches aient plus de pouvoir politique, dans le sens, il faut qu'ils puissent corrompre l'appareil étatique, etc. Mais c'est juste, tu as plus de pouvoir de manière générale, parce que tu peux t'offrir plus de services, tu peux acheter des choses, tu peux influencer des gens, tu peux user du fait que tu as de l'argent, tout simplement, ce qui te procure forcément du pouvoir. Et dans un monde où, en plus, il y a une forte coercition entre le privé et le public, comme actuellement en France, tu as d'autant plus de pouvoir. Ça, c'est une évidence. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un problème de pouvoir. Et eux, ils veulent faire un transfert de pouvoir, mais en réalité, c'est à leur service à eux. Sachez que demain, s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de gens de gauche. Hein. C'est leur fonds de commerce. Si on efface, si demain, il n'y a plus de gens qui vivent dans la pauvreté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis pas sûr. Après, ils trouveront toujours un truc, hein, parce que ça va être oui, la planète elle va brûler, oui, mais en fait, les femmes C'est c'est ça. des hommes. Ils trouveront toujours un truc à te dire. C'est pour ça, en fait, pour moi, c'est une idéologie qui change Mmh. en permanence et qui mute en fonction des circonstances pour toujours retrouver cette dynamique de bouc émissaire Mmh. et de responsable de ton problème, de ta faillite, le fait que ce soit malheureux, je sais pas quoi. Et en fait, il faut toujours, justement, pour moi, c'est là où ça va, c'est qu'il faut toujours mettre la responsabilité sur l'autre, Mmh. sur quelqu'un d'autre, pour tes faillites personnelles et tes problèmes. Pour moi, c'est ça un peu la base. Ouais, et puis il y a aussi un point, c'est que aujourd'hui défendre les pauvres, c'est pas du tout la même chose que défendre les pauvres il y a 100 ou il y a 200 ans en plus. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir les mêmes rhétoriques, parce que la gauche a toujours les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, un pauvre, c'est pas un pauvre d'il y a 200 ans, hein, ou d'il y a 100 ans.
On n'est plus, justement, on n'est plus dans Germinal, ils aiment bien tous nous citer ça. En gros, t'as l'ouvrier qui meurt à 30 ans et qui a même pas de quoi bouffer. C'est qu'aujourd'hui, un pauvre, il vit quand même très bien. Genre, le pauvre d'aujourd'hui, c'est le riche d'il y a 100 ans. Aujourd'hui, je parle d'un Ouais. France, hein, enfin dans un pays Mmh. plutôt bien développé, parce que oui, effectivement, au fin fond du Bangladesh, le problème c'est qu'on n'est pas dans la même période de développement, donc forcément, ils sont pauvres. Mais aujourd'hui, un pauvre en France, tu le mets dans les années 1800, c'est un mec qui vit quand même plutôt bien. Il a un toit, il mange à sa faim, il peut presque se payer des loisirs. Oui, en général, tu peux quand même t'en payer un petit peu. Tu peux te déplacer. Faut aussi se rendre compte de ça. Et c'est qu'eux, ils sont dans cette logique permanente, en fait, de oui, mais en fait, c'est jamais assez. Et en fait, il faut que ça avance. Ils veulent toujours avancer, avancer, avancer. Et c'est problématique. Ouais, et puis pour moi, au-delà de ça, parce que on peut dire, genre c'est la vie, tu vois ça? C'est plus le fait qu'avant ils se battaient pour qu'on soit tous égaux par rapport à la loi et qu'on ait on va dire les mêmes statuts, qu'on ait tous les mêmes, genre qu'il n'y ait pas de barrière, tu vois? Qui soient mis de manière bah, politique, par la justice, ce genre de choses, et qu'on soit discriminé, tu vois, à la naissance. Ça, bah ouais, c'est bien. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est plus l'objectif. Mmh. C'est d'aller plus loin et bah, ouais, c'est la discrimination positive. Et là, il y a plus d'éthique, tu vois. Le truc, c'est qu'ils essayent maintenant de combler les inégalités naturelles aussi. C'est que Mm. le problème, c'est que face à la nature, compliqué, hein. Déjà, bah, on est tous inégaux par définition. Donc essayer de combler ça, ouais, tu peux essayer, hein, mais ça va forcément mal finir. Puis en plus, ça désavantage forcément les personnes ciblées. Ça, on en a déjà pas mal parlé. Mm. Donc ouais, dans aucun cas, c'est un bon choix. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je crois que la vidéo avec Amy qu'on a sortie ce week-end, on en parle pas mal de la discrimination en général, notamment celle positive. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir après celle-là. On développe pas mal le sujet. Je te propose de passer au dilemme numéro 3. Let's go. Et celui-là, je trouve que c'est l'un des... vraiment qui révèle la débilité des gens quand on parle de démocratie. Alors, le dilemme s'appelle le dilemme politico-anthropologique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que d'un côté, des gens qui nous disent qu'on a besoin d'État parce que sans l'État, ce serait le chaos, et que les gens, en fait, individuellement, ne sont pas assez responsables. Ça, on l'entend de partout, sans l'État, c'est le chaos, machin. Mais de l'autre côté, les gens, et c'est cette même majorité, qui va soutenir une démocratie directe, donc élire des gens, pour que le peuple ait le pouvoir de décider de son avenir. Donc, si on résume, ça veut dire que l'individu seul n'est pas responsable, mais que magiquement, en gros, la somme de ces individus collectivement vont devenir quelque chose de responsable et capable de prendre les bonnes décisions. Et en fait, ça c'est quelque chose que je trouve assez fou, c'est que les gens du coup font une espèce de confiance aveugle, comme si l'effet de nombre ferait qu'on prend des bonnes décisions. Donc en gros, que la responsabilité collective fonctionne, alors que par contre la responsabilité individuelle, non, ça marche pas. Et pour moi, là, on boucle quasiment sur le premier sujet. Pour moi, c'est un problème avec le contrôle. C'est qu'en fait, les gens se disent que collectivement, on peut contrôler les autres et donc influer sur ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont aucune confiance dans le fait que les individus soient libres, et que si on fixe des règles, on est juste capable d'évoluer collectivement en harmonie, sans se tirer dessus. Et pour moi, il y a une profonde contradiction, et c'est pour ça que la démocratie est, en tout cas, antinomique avec cette façon de penser le monde. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quand même logique si par exemple tu te dis vraiment que en moyenne, la somme des croyances ou de la vision d'un peuple, c'est la bonne décision, tu vois. Non. En fait, Non, mais non. après, voilà, Oui. est-ce que au final, ça fait sens ou pas? Ah oui, Est-ce non, que non. c'est vrai dans le monde? Parce qu'il y a des expériences à demander, tu sais, je me rappelle, c'était la chaîne Fulloscopy qui disait qu'en général, par exemple, bon, c'est un peu dérivé, mais que les gens, quand ils chantent ensemble, chantent bon. Ok. Tu vois, il y a ce genre de choses où, par exemple, souvent, c'est comme, tu sais, quand tu fais une question pour un champion ou ce genre de choses et que tu demandes l'avis aux téléspectateurs, en général, ils vont avoir bon, tu vois. Mmh.
Est-ce que tu vois, si tu pousses l'idée plus loin pour l'idée de la démocratie, est-ce qu'ils n'ont pas raison en général, vu que c'est la somme des connaissances du terrain qui s'expriment? Bah, en fait, pour moi, là, c'est un débat plus utilitariste versus non utilitariste. C'est-à-dire que quand bien même ce serait une bonne décision, c'est une bonne décision toujours pour qui et au détriment de qui? C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens Mm. qui sont pas d'accord et généralement, c'est des décisions qui impliquent la coercition derrière. Donc on en revient à la dictature de la majorité, qui est juste une façon de dire démocratie et le problème, c'est que quand bien même ce soit une bonne décision, ouais et alors? Si Mhm. ça entrave la liberté des autres, et leur choix, ça reste pas bon et en plus, moi, je reste persuadé qu'à choisir, je préfère que ce soit une minorité éclairée qui prenne les décisions, quitte à choisir, plutôt qu'une majorité, de gens, random. Parce que quand même, quand on voit avec qui on fait société, il y a des gens, j'ai pas envie de les inclure dans les prises de décision. Sincèrement. Donc, à choisir, moi, je préférerais ça. Je préférerais que ce soit un consortium d'individus respectables qui ont fait leurs preuves, qui ont pris les décisions plutôt que de faire un semblant de en fait, c'est tout le monde qui décide. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on a le pire des deux mondes. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la majorité qui vote pour des gens donc un comité, hein, les députés, etc., qui eux-mêmes après vont décider pour tout le monde, mais selon ce que eux ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas, ils se sont même pas imposés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la majorité qui, en l'occurrence en France, a l'air débile parce que vu les politiques qu'on a, on a peut-être les politiques qu'on mérite, et du coup qui prennent que des décisions de merde et qui sacrifient tout le monde en général parce que Mm. personne s'y retrouve. Mais je pense quand même que ça peut vite être contradictoire parce que, tu sais, d'une manière, on défend le fait qu'on ne veut pas de planisme central et justement d'une minorité qui ait des plans pour la majorité, donc le système quasiment démocratique, où à la fin, voilà, tu as une sorte de planisme central et les mecs, tu as des ministères pour tout et n'importe quoi pour gérer ta vie, ce qui pourrait être la même chose que une petite élite de personnes éclairées. Ce- Pour moi, tu as dit un mot qui est important, qui est de personnes je sais plus le terme que tu as utilisé, mais en gros, qui méritent leur place et qui sont arrivés là parce ils ont vécu le monde réel, Mmh. de la même manière qu'on a tous ces romans, comment ils s'appellent, d'initiation, où tu as tu sais, le déroulé du héros. Souvent, ça va être le mec qui, je sais pas, le fils d'un prince qui d'un coup, il se pensait tout puissant et tout, finit dans la rue et doit en fait faire tout le déroulé qui le mène jusqu'à devenir roi sans qu'il le souhaite, mais où Mmh. en fait c'est le peuple qui le demande parce que c'est la personne qui a vécu toutes les étapes du monde quasiment. Il a vécu dans la misère, il a galéré, il a réussi à avoir, je sais pas, sa première ferme, sa femme, Ouais. après ses enfants, il y a eu des merdes, il a fait la guerre, il a tout fait. Et en fait, après, il mérite d'être là parce qu'il connaît le monde, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout le cas. Ah Quand, oui. quand tu arrives en haut, c'est pas parce que t'as compris les choses, c'est parce que t'as pas compris le monde, t'as compris le système qu'on a créé. Mmh. Et ce qui est totalement différent, c'est que tu sais comment utiliser le système à ton avantage pour devenir une sorte de parasite. Bah, c'est le Et principe d'un technocrate, hein. voilà. C'est exactement ça, un technocrate. C'est un mec qui a fait l'ENA, Sciences Po, qui connaît parfaitement l'appareil politique Mm. et qu'on crée de toutes pièces pour gérer ce truc qu'on a inventé. Mais c'est pas un C'est entrepreneur, c'est pas un ouvrier. mm. Et c'est pour ça que pour moi, au final, si on recrée au fur et à mesure, on libéralise beaucoup plus et qu'on se retrouve avec des entreprises en plus qui sont bien plus riches qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins de taxes, elles peuvent se développer bien plus facilement. On se retrouvera avec une sorte de noblesse Ouais. de, en fait, milliardaires, fils de milliardaires et tout, qui ont vécu le monde et qui ont en plus souvent doté d'un QI quand même largement supérieur, mais qui vont pas se revendiquer comme étant élus du peuple, mais juste élus du marché, Mmh. qui respectent les règles quand même. Bah, c'est un peu le système féodal, hein. C'était un peu ça quand même, hein. C'était les seigneurs, c'était un peu, c'était pas, ils étaient pas Mm. élus, c'était pas non plus de droit divin. C'était les mecs les plus, c'était les Tchad en fait. Mm. Et en vrai, ça marchait plutôt pas mal. Et pour ça, il y a un bouquin de Hoppe, État, la grande fiction, un truc comme ça,
que je vous invite à lire. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est disponible, au pire sur Amazon, et qui en parle très bien, et qui m'a presque convaincu que le système feudal, c'était c'était pas si mal par rapport à d'autres systèmes. Donc, ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est, en tout cas, pour moi, c'est ce qui marcherait le mieux. Et juste pour revenir sur ce que je disais, en gros, moi, ce que je voulais dire, c'est que je préfère Dubaï à la France, en gros. C'est que je préfère que ce soit une dictature de mecs qui ont l'air éclairés, qui prennent des décisions au moins sur le long terme, donc il y a une forme de planisme, hein, clairement, mais au moins qu'ils aient une vision peut-être sur 50 ans, parce qu'ils savent qu'ils sont là pour durer, plutôt qu'un roulement tous les 5 ans de clowns qui en ont rien à foutre à part leur propre intérêt, mais leur propre intérêt à court terme. Donc je préfère au moins qu'on aligne nos incentives avec celles des dirigeants, plutôt que l'inverse. C'était surtout ça. Après, c'est purement utilitariste, hein. Si j'avais le choix, je choisirais ni l'un ni l'autre et juste on tège l'État et au revoir et merci, hein. On passe au 4e point. Let's go. Alors lui, on l'adore. En plus, on a commencé à en parler, c'est le dilemme économico-écologique. Alors, lui, pour moi, c'est un test de QI. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens, et c'est la majorité des gens, hein, vu qu'on a imprimé un logiciel keynésien dans la tête des gens, c'est que la consommation crée la richesse. Donc, pour créer des emplois, etc., il faut relancer la consommation, que les gens se remettent à investir, dépenser, consommer. Alors, pas forcément investir, justement. C'est souvent ce qui manque dans l'équation, mais qu'en gros, ça partirait de la consommation. Donc, par exemple, c'est des fervents dépenseurs quasiment de l'hélicoptère monnaie. C'est ce que toute la gauche défend, c'est-à-dire on va donner de l'argent aux gens qui vont ensuite le dépenser, puis ça va créer de l'emploi, machin, ça va revenir et tout le monde sera plus riche. Bah non, en fait, déjà. Bon, d'un point de vue économique, c'est débile, mais c'est pas trop le point là. C'est que l'autre position que ces mêmes gens tiennent, c'est faut réduire sa consommation, la société de consommation, c'est pas bien, ça détruit la planète. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer en quoi c'est débile? Pour moi, hein, ça démontre que les gens, et c'est là quand même pour moi une grande majorité des gens, sont mais complètement cons. C'est en fait, ou n'arrivent pas à penser un système global. Tu sais, ils pensent que c'est un truc en vase clos, qu'en fait il y a l'économie, puis il y a l'écologie, mais qu'en fait tu peux pas joindre les deux. Et en fait, pour moi, les seuls cohérents dans ce cas-là, c'est ceux qui vont te dire, bah, en fait, il faut revoir le système économique, il faut passer sur une décroissance, il faut qu'on s'éclaire à la bougie, le Moyen-Âge, c'était pas si mal. À la limite, là, oui, t'es plutôt cohérent. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs factions et chacune est à peu près cohérente, bien que si tu creuses, en fait, c'est incohérent. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a que notre système libertarien qui est cohérent. En toute humilité, hein. On parlait d'humilité, nous sommes humbles, hein, je tiens à le préciser. Mais le problème, c'est qu'en plus, après, bah, tu as tout le monde qui reçoit un peu ces informations d'à droite à gauche, mais qui font jamais les recherches pour aller plus profond dans le sujet, et qui en fait font un blougi-bouga de tout ça, et qui à la fin arrivent à te ressortir les différents arguments de chacune des théories de développement, d'économie et d'écologie, et arrivent à te prendre la position A, la B, la C, la D en même temps. Et une fois que tu les mets face à leur incohérence, en fait, ça botte en touche. Ça dit ciao. Ouais. Et puis, il y a un moment, ils vont dire ah ouais, t'as raison. Et puis souvent, 3 semaines après, ils ressortent le même truc parce qu'ils ont revu une nouvelle story d'un gars qui explique avec un peu de pathos comment on va détruire la Terre. Mais en même temps, ils ont quand même envie de partir en vacances. Et en fait, le cerveau, il n'arrive pas à accepter parce que ça demande à un moment des sacrifices en fait, ou au moins à retirer une partie de ta vision et de ton confort qui est pas envisageable. Et puis sortir de l'idéologie pour rentrer dans le monde réel, hein. C'est surtout ça pour moi. C'est que déjà, faut accepter de mettre l'idéologie de côté. Faut aussi accepter d'arrêter de faire preuve de vertu, ce qui pour un gauchiste est quand même très difficile. Et moi, combien de fois, j'ai 2 exemples qui n'ont pas produit les mêmes effets. Je sais pas si tu te souviens. C'est quand on avait donné une de nos premières confs sur Bitcoin, d'ailleurs la première en entreprise, où on expliquait et vu qu'on savait qu'on parlait à des gens très à gauche, surtout sur le plan écologique, on avait tourné, il y avait tout un volet sur Bitcoin et écologie, qui est très bien d'ailleurs, et qui expliquait en quoi Bitcoin réduit les émissions de CO2, permet de faire plein de choses. Et on n'avait pas trop insisté dessus, mais on en avait parlé après avec une fille qui nous avait dit ouais, mais quand même d'un point de vue écologique, c'est pas terrible, machin. Et je me souviens lui avoir sorti
Ouais, mais aujourd'hui, tu dénonces la surconsommation, on est d'accord? Pourquoi tu consommes de plus en plus? Bah, c'est parce que, la monnaie que tu as dans ta poche, elle perd de la valeur, donc tu es incité à la dépenser. Soit tu l'investis, soit tu la consommes, donc ça te pousse à la consommation. Je dis: «Mais si on retourne à une monnaie saine, où tu sais que ce que tu as dans la poche va s'apprécier dans le temps, donc tu vas être désincité à consommer, tu vas rallonger ta préférence temporelle et tu vas moins consommer». Et dans ce cas-là, j'avais trouvé ça très bien, c'est que la fille en question nous avait dit: «Ah ouais, c'est pas con». Et là, le problème, c'est que ça implique, je sais pas ce qu'elle a fait après. Je suppose qu'elle a rien changé. Mais au moins, il y a eu un début de OK, en fait, il va falloir que je revoie tout de bout en bout et que j'arrête de cherry pick juste des trucs genre ah, Bitcoin c'est capitaliste, c'est pas bien. Par contre, à l'inverse, j'ai déjà eu cette discussion avec quelqu'un et à la fin qui m'a dit ouais, mais non, c'est de la merde. Là, c'est l'erreur 404. C'est genre t'es en mode non, en fait, là, j'avais pas prévu de Mmh. route pour ça. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est en gros, ils avaient leur figure d'autorité qui leur ont dit toute leur vie: «Non, le bitcoin, c'est de la merde, c'est, l'arme des méchants et ça va détruire la planète». Et là, tu lui expliques par la logique qu'en fait, c'est faux. Et là, il dit: «Non, je peux pas tuer mes héros aussi facilement, va te faire foutre». Vraiment, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'en fait, tu es obligé de tout remettre en question après. Je me dis: «Putain, s'il a il a faux à ce point-là, sur un point comme ça où il était sûr de lui, mais alors tout le reste, ça veut dire que c'est de la merde aussi, qu'est-ce que je Mmh. dois en conclure?» Et en vrai, on est nous-mêmes passés par là, hein. Le nombre de héros qu'on a dû tuer, mentalement, hein, ouais, idéologiquement parlant, spirituellement parlant, Ouais. parce que en fait, tu te crées des figures d'autorité comme ça qui, pour toi, ont raison sur tout et en fait, à un moment, tu te rends compte que, voilà, il y a des trous dans la raquette et c'est super dur. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois renoncer à quasiment une partie de ton identité pour accepter que, voilà, faut voir le monde tel qu'il est et pas comme tu voudrais qu'il soit. Mmh. Et ça demande ouais, de l'énergie et c'est pas facile. Et il y a aussi un truc que tu as dit et ça a rien à voir avec le sujet, mais quand même, ça parle d'écologie. C'est que pour moi, faut qu'on arrête de faire la moitié du travail et de vouloir être consensuel avec les émissions de carbone. Il y en a marre. Non, Allez. parce que tu as quand même encore dit: «Ouais, à la fin, ça permet de réduire ses émissions de CO2». Il faut Mais pas. il y a un moment, il faut qu'ils aillent se faire foutre, quoi. Parce que le problème, c'est que à force de vouloir, être gentil et faire le pont entre les 2, genre, il y a un moment, en fait, et on va même nous-mêmes rentrer dans nos incohérences. Et c'est pas ce qu'on veut. En vrai, nous, un monde qui émet plus de CO2, c'est un monde meilleur. C'est un monde où, en fait, bah, tu plus de croissance économique, qui vit mieux, où, même il fera peut-être un peu plus chaud, mais plus humide, il y aura plus d'arbres, il y aura plus d'eau, il y aura genre tout va mieux, en fait. Et en plus, il faut encore réussir à relier les 2 ensemble, ce qui est pas chose simple. Et genre, faut juste arrêter de soutenir la propagande, quoi. Ouais. Parce que Mais à c'est coup de faux pas. et j'en vois encore beaucoup trop des bitcoiners qui ramènent ce truc-là. Et en plus, il y en a, je le sais, et pareil pour toi, qui n'y croient plus. Et pourtant, on est là à dire ouais, non, mais c'est bien pour le CO2 parce qu'on veut juste faire venir des gens sur le bitcoin, leur faire comprendre que c'est le bon truc. Bon, peut-être qu'il y a des choses, il faut leur dire toute la vérité d'un coup, mais je suis pas trop pour ça de plus en plus. Genre, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, et puis voilà. En fait, c'est vrai que pour moi, après, ça dépend. C'est que là, en fait, tu tues quasiment le héros ultime. Genre, c'est la croyance ultime. Et en fait, c'est quel est l'objectif à la fin? Est-ce que ton but, c'est de ramener les gens proches de la vérité absolue? Ou est-ce que tu le fais étape par étape et tu vas prioriser et tu vas te dire, bon, au pire, un bitcoiner écolo, c'est pas grave. C'est mieux qu'un gauchiste écolo. Et c'est vrai que de plus en plus, et c'est pour ça que nous, de moins en moins, on se revendique uniquement bitcoiner, c'est que bah, dans la communauté, ouais, il y en a beaucoup qui sont pas du bon côté de l'histoire pour l'instant. Et c'est vrai que ouais, un monde où on pousse vers une réduction des émissions de CO2, mais où on utilise Bitcoin, alors amen, tout se passe bien. C'est pas forcément le monde qu'on souhaite et la direction vers laquelle on tend, parce qu'il y a quand même des sujets beaucoup plus profonds. C'est pas juste il y a du CO2 ou il y a pas du CO2. C'est que derrière il y a énormément d'implications. Et dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée au climat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un passé assez sombre là-dessus, où on a passé énormément de temps à étudier le sujet. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler. On a vraiment fait des recherches, on est parti très loin, hein. Et pour ceux qui nous écoutent et qui étaient enfin qui sont toujours dans le groupe Discord qu'on avait créé, on a fait des lives de plusieurs heures sur le sujet, où vraiment on allait chercher des documents assez lointains. Et c'est un sujet passionnant en vrai, parce que c'est un sujet tabou,
mais sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que moi-même, je fais l'erreur là de créer des choses incohérentes qui ne sont pas alignées avec ce que je pense. Donc c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Les gens vont et je fais un pari que beaucoup de gens vont critiquer cette vidéo pour ce passage. Ils vont être d'accord sur tout, mais là ils vont dire ah non, ça par contre vous pouvez pas, Vous allez trop loin, les mecs. vous allez trop loin. Voilà, c'est juste avant le point Godwin pour moi, c'est vraiment le pré-point Godwin. T'as le climat. Je me demande si c'est pas devenu au-dessus. Hein. Ah, je sais pas. Bah dites-nous en commentaire. En plus, avec la montée de, on va dire, de l'antisémitisme un peu et tout, genre je pense que les gens ils sont plus prêts à dire, à être révisionnistes et dire être pro-Hitler Ouais. que commencer à dire oui, non, le climat c'est une foutaise. En tout cas, ce que je sais, c'est que cet extrait que tu viens de dire, je vais le mettre dans l'intro. Voilà, comme ça les gens ils vont kiffer. Donc voilà, bon, je pense que vous avez compris le point, hein, c'est que c'est profondément incohérent de vouloir relancer la consommation et de vouloir en même temps en finir avec la consommation, hein, mettez-vous d'accord. Et le seul système cohérent qui permet de lancer l'économie et faire que l'économie tourne en réduisant la consommation, parce que c'est pas pour autant que nous on est des mongols à dire oui, il faut consommer pour consommer, faire n'importe quoi, brûler, balancer du plastique dans l'océan ou j'en sais rien. On ne défend pas ça du tout. Par contre, nous, on adhère à un système cohérent qui va rallonger la préférence temporelle des individus via une monnaie saine, une monnaie non inflationniste ou désinflationniste comme Bitcoin. Et comme ça, tu réalignes les incentives. Et surtout que si tu pousses le capitalisme à son paroxysme, le capitalisme, c'est faire le maximum avec le moins possible. Ce qui est en fait la définition de l'écologie en théorie. Parce que si c'est pas cette définition, ça s'appelle la mort. C'est juste faire moins. Faire moins avec rien, bah, ça s'appelle juste crever. Faut bien vous le mettre dans le crâne. Donc voilà, au moins ça c'est clair. Passons au 5e point. C'est un dilemme sociologique. Alors qui rejoint encore les points, vous allez voir, il y a un peu de lien, c'est pour ça que sur celui-là on va peut-être pas trop s'attarder. C'est qu'aujourd'hui on entend, alors là, de partout qu'il faut défendre à tout prix le droit des minorités. C'est-à-dire qu'il faut que chaque minorité ait les mêmes droits. Bon, d'ailleurs, vous vous rendrez assez vite compte qu'aujourd'hui, on n'exige pas que chaque minorité ait les mêmes droits que les autres. Hein. On veut essayer de favoriser des minorités par rapport à la majorité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans un pays plutôt civilisé que la France, tout le monde a relativement les mêmes droits. Mais bon, passons. Ensuite, de l'autre côté, on va entendre qu'il faut la démocratie. Or, la démocratie, on vous a démontré que c'est la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire c'est la majorité qui décide pour une minorité. Donc déjà, comment vous défendez le droit des minorités via la dictature de la majorité? Contradiction interne. Et là, il y a une 3e position, parce que c'est quand même vachement drôle, c'est que ces mêmes gens, ils vont dire qu'il faut combattre les plus riches, donc généralement ça va être un petit pourcentage, hein, ça va être entre 1 et 10%, ça dépend des obédiences, mais c'est eux-mêmes une minorité. Donc c'est-à-dire que on va combattre une minorité en défendant le droit des minorités, tout ça via la démocratie, qui est la dictature de la majorité. Bon courage. Next. Non, mais en vrai, je trouve que juste avec ça, on comprend les incohérences complètes. Parce qu'au final, en fait, les gens veulent conserver la démocratie parce que ils trouvent que c'est pour moi un bon homme de paille. Enfin, c'est une bonne façade. Ça se donne bonne conscience. Du coup, ils vont essayer de combattre via les idées, de se dire bon bah alors du coup, faut convaincre la majorité de défendre la minorité. Donc en fait, il faudrait défendre la majorité d'aller parce que le problème, c'est que c'est pas juste donner plus de droits à des minorités, c'est généralement aller à l'encontre de soi-même. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Et en fait, pour moi, ça revient toujours au même point, hein, c'est que la démocratie, ça ne marche pas. Si tu veux vraiment défendre les minorités, faut être libertarien, tout simplement, parce que les libertariens, eux, nous, on ne défend pas les minorités, on défend l'individu, qui est la plus petite minorité possible. C'est-à-dire que pour nous, en fait, il n'y a pas de groupe de les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Arabes, les Chinois, les Turcs. Il y a l'individu, point. Et on défend l'individu, que tu sois X ou Y. Et je parle pas que des chromosomes. Donc c'est juste ça. Et je comprends pas que les gens ne le comprennent pas. C'est pourtant assez simple. Hein. Non, mais tu te dis, bah, on veut que tout le monde soit traité également. Bah, arrêtez de créer des groupes. Concentrez-vous sur les individus. Qu'est-ce qui fait qu'un noir et un blanc aient les mêmes droits et soient défendus de la même façon? Bah, qu'ils soient considérés comme des individus, pas des noirs et des blancs. Individu, ça fait pas la révolution, mec. Voilà. Le problème, c'est que ça marche pas avec le bolchevisme, c'est ça. Ah non, mais je pense que c'est vraiment ça, hein, le point final, c'est que tu crées pas une masse critique capable d'influencer l'histoire
avec un regroupement d'individus, mais avec des personnes qui se sentent reliées par une conscience de classe, une conscience de race, une conscience de, de genre, ou ce genre de choses. Et, et l'objectif, c'est ça, en fait, c'est de rallier les gens par un facteur qui, pour eux, Ils prennent le plus petit va être dénominateur commun. discriminant. En fait, ils font un Ouais, PLBC. ou pour moi, c'est même pas sur celui-ci, c'est plutôt sur lequel il y a le plus de levier pour attiser la haine. Ouais, oui, c'est vrai. Peu importe la taille, c'est celui en fait où tu peux aller chercher. Voilà, si t'as des problèmes dans la vie, c'est à cause de ça. Hmm. Et un qui a super bien marché, c'est parce que t'es une femme, t'es le sexe faible, on t'a toujours victimisé toute ta vie, rebelle-toi. Et c'est celui qui a marché, on va dire. Je pense que pour les 68 arts, genre de choses, c'était un peu basé là-dessus. Hmm. Et en fait, au fur et à mesure, ça change et tu cherches toujours en fait les petits points où tu te dis, voilà. Aujourd'hui, tu l'as beaucoup en France avec l'islamo-gauchisme. C'est de dire, en fait, si tu n'y arrives pas, c'est juste parce que tu es musulman, parce que tu es stigmatisé, parce que tu viens du Maghreb et les Français, ils t'aiment pas. Non, mais c'est plutôt bien résumé, hein. C'est vrai que c'est ça. Et en fait, on en revient toujours à la question de l'émotion et du pathos. C'est que ça repose que là-dessus, hein. Parce que s'il y avait vraiment des fondements là-dessus, comment t'expliques, enfin oui, ils vont me trouver des explications, mais comment t'expliques le phénomène des bounties? Ce que je veux dire par là, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est que par exemple, un noir qui ne défend pas la cause noire, ces mêmes noirs vont les appeler des bounties, c'est-à-dire en gros des noirs de l'extérieur mais blancs à l'intérieur. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas une conscience universelle noire qui fait que tu y adhères forcément. Parce que la preuve, il y a des gens qui n'adhèrent pas à ce discours, et généralement, c'est des gens qui réussissent. Et c'est la démonstration que du coup, votre raisonnement ne marche pas. Ça veut pas dire que tu peux pas y arriver. On dit pas que tu as potentiellement moins de chances parce que X ou Y, hein. Ça, c'est réel, hein. Il y a des gens qui vont sûrement moins y arriver du fait de ce que vous voulez derrière. Le problème, c'est que eux, ils en arrivent souvent à la conclusion que tu ne peux pas. Donc en plus, c'est hyper limitant et ça t'incite à rester dans ta situation de merde et ça auto-entretient de la haine, de la non-réussite qui se reproduit en plus. C'est qu'en 2-3 générations, tu as produit une armée de gogols haineux qui pensent qu'à tuer le bouc émissaire. Et non, en fait, ça marche pas. Mais je pense que les gens commencent à en prendre un peu conscience. Parce que le truc, c'est que l'avantage de ça, c'est que ça repose sur l'exploitation du productif. Parce qu'en fait, ces gens-là, après, ils sont complètement improductifs. Et c'est ce qu'on fait en France. Donc, il y a un moment où la machine s'arrête. Et en fait, où ces gens, à un moment, il faut qu'ils fassent sécession. Qu'ils se disent, OK, en fait, vos histoires là, de lutte de classe et de rien branler, c'est bien 5 minutes. Mais moi, en fait, j'ai envie de vivre une vie paisible et d'arrêter de manger mon caca. Donc, je vais m'extraire de vos trucs et je vais en fait essayer d'être souverain. En fait, les gens qui font ça, ça marche. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça finira par disparaître parce que c'est un cancer, en fait. Enfin, non, du coup, non, c'est pas un cancer. Parce qu'un cancer, il se multiplie. Ou non, il Ouais, va mais tuer il tue l'autre. voilà, il tue l'autre. Ouais, allez, on peut s'accorder là-dessus. Et juste, ce que je rajouterais, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est par rapport à un constat qui, de toute manière, est considéré comme, on va dire, injuste un peu, mais le monde est fait ainsi. Où voilà, pour certains, ça va être plus dur, pour d'autres plus simple, et c'est ainsi. Si je peux juste Hem, me permettre un truc, c'est que ça va être Vas-y. plus dur, plus simple, mais c'est qu'ils prennent toujours aussi un axe de réflexion. C'est-à-dire que ça va être plus dur pour un tel qu'un tel dans un domaine, mais c'est qu'ils prennent pas en compte tous les domaines de l'existence aussi, hein. C'est que généralement, ils C'est vrai. isolent un truc, mais en fait, ce qui Mmh. pour toi est plus dur ici est peut-être plus facile si on regarde ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste ce genre de comparaison. Bref, Ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord, et ça me fait penser à un passage biblique. allez, tant qu'à faire, Parce que hein. non, mais il y avait un passage qui m'avait pas mal, faudrait que je retourne, si je vais commencer à citer les passages, mais les vers. Mais il y avait un truc, c'était genre, peu sera demandé à ceux, qui n'ont rien, et énormément sera demandé à ceux qui ont tout. Et en vrai, ça illustre ça. Bon, là, c'est un peu d'une façon,
religieuse et je sais pas comment trouver les termes, mais spirituelle, de se dire voilà, si dans une vision de vouloir aller au paradis et par rapport à la balance à la fin, au moment où tu vas mourir, qu'en gros, si plus tu as eu, plus tu es riche, plus en fait ta quête morale sera extrêmement haute parce que tu n'auras pas besoin, toi, de survivre tous les jours. Donc en fait, il faudra chaque jour que ça soit un combat pour aller vers le vertueux parce que tu auras plus de temps que les autres, tu vois. C'est comme ça que moi je le lis. Et à l'inverse, pour un pauvre, entre guillemets, ça sera plus simple d'aller vers la vertu parce qu'en fait ça sera surtout la survie, de réussir en fait à faire des actions qui sont quasiment naturelles Mmh. et de toute manière tu pourras pas le juger aussi durement que l'autre parce que de toute façon c'est la galère, tu vois. Mmh. Et pour moi c'est un peu la même manière que quelqu'un qui galère et qui vient d'en bas, déjà on va dire, il peut aller que vers le haut. Donc mentalement, je pense aussi que c'est un peu plus simple que pour un riche, parce que lui, genre la pente qu'il peut prendre, elle est monstrueuse, tu vois. Mmh. T'as les drogues, t'as l'alcool, t'as la prostitution, t'as tellement de déviances dans lesquelles tu peux aller. Et tu le vois, souvent les enfants de très riches, ils ont l'air heureux quand ils postent des choses, mais en réalité, c'est souvent des gens qui sont très tristes, tu vois. Mmh. Parce que leurs parents sont pas là, parce que le truc, il est totalement décomposé, c'est la merde. Et c'est pour ça T'as le que poids de l'héritage et tout, enfin c'est c'est pour ça que c'est vachement dur au final de juger. Je pourrais dire oui, en fait, chaque riche, ils sont beaucoup plus heureux que nous parce qu'ils ont plein d'argent. Mais au final, et on le dit souvent, oui, bon, la vie est toujours plus agréable là où il fait chaud, je sais plus quoi, tu sais. mmh. T'as ce proverbe-là et d'une certaine manière, c'est vrai parce que les gens en fait se contentent d'un peu moins. Ils vivent en famille, ils vivent dans une sorte d'opulence sans chercher à avoir davantage. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est dur de juger de l'extérieur de la difficulté d'une situation. Ouais, c'est vraiment le point pour moi, et en vrai, c'est une transition parfaite avec notre point d'après, qui est un peu un dilemme existentiel, chez les gens. C'est que justement, ils vont nous dire: «L'argent ne fait pas le bonheur, ce qui compte, c'est l'humain, les rencontres, l'affectif». Ce que je rejoins, hein. Personnellement, je pense que l'argent en tant que fin, ne fait pas le bonheur. C'est un très bon moyen, mais ce qui compte, c'est le reste, en fait. Et par contre, l'argent peut Mmh. t'apporter le reste, peut t'apporter des rencontres, peut améliorer tes relations humaines parce que, bah, entre 2 personnes qui dorment pas dans la rue, généralement, ça va mieux, et cetera, et cetera. Mais en même temps, c'est les mêmes gens que tu vas voir dans la rue et qui vont te dire que, il faut, augmenter les salaires, redistribuer les richesses, tout ça, tout ça. Sauf que si ça fait pas le bonheur, factuellement, pourquoi redistribuer les richesses de ceux qui les ont? Qu'on leur laisse. Ça ne fait pas le bonheur. C'est un fardeau. Et en vrai, d'une certaine façon, comme on l'a décrit, je pense, hein, sincèrement, qu'aujourd'hui, tu donnais 1 million d'euros à tout le monde, en admettant que ça produise pas d'inflation, et cetera. Je suis pas sûr que le bonheur ferait x10. Certainement que ça servirait à certains, mais ce serait un boulet pour beaucoup. Et on le voit un peu chez les gagnants du loto, qui l'ont gagné, donc en fait, qui ont sauté toutes les étapes et tout le processus par lequel tu t'enrichis, qui est généralement très sain. La nature est bien faite. Et dans un système libre, quand vous vous enrichissez, vous passez par un processus généralement assez long et fastidieux, qui fait que quand ça vous arrive, en fait, vous êtes prêt. Euh, et sauf que quand tu gagnes au loto ou quand tu hérites violemment, je sais pas, voilà, t'as 20 ans, je sais pas, tes parents meurent malheureusement et tu hérites de beaucoup d'argent, ça ne te rend pas instantanément heureux et d'un coup ta vie est faite de miracles. On peut maintenant enchaîner avec le 7e point, qui est un dilemme assez complexe, qui est un peu le rapport au corps et à la liberté en général des gens. Hem, c'est qu'on va avoir d'une première position, quelque chose qui se réfère à un droit humain fondamental, hein, avec lequel je suis d'accord, qui est que les individus puissent disposer de la liberté de leur corps, mon choix, tout ça. En gros, je fais ce que je veux de mon corps. Ouais. Mais de l'autre côté, on va avoir, souvent ces mêmes gens qui nous disent que par contre, ne pas travailler, sans payer de taxes, en dehors de règles étatiques et coercitives, c'est pas bien et que tout doit être réglementé, sinon en fait les gens se feraient abuser. Hem, alors que si vraiment tu as une liberté de faire ce que tu veux, bah, tu peux pas être abusé si tu l'as accepté de façon consentie. Ou par exemple que la prostitution doit être interdite parce que femmes ne choisiraient pas de le faire. À savoir qu'on distingue bien la prostitution consentie et non consentie. Et par consentement, c'est: je suis une femme, je prends la décision de me prostituer pour gagner de l'argent, qui n'est pas la même chose que, je suis quelqu'un de très mal intentionné, je retire le passeport d'une femme, je la prostitue.
Parce que là, elle est pas très consentante. Donc on distingue bien les 2. Mais dans le cas où c'est fait de façon consentie, bah, j'ai envie de dire où est le problème? Hem et en fait, pour moi, ça révèle quand même une contradiction assez profonde qu'en fait le libre arbitre c'est à 2 fit c'est quand ça les arrange. Il faut que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut. Mais en fait non, parce que, sinon en fait, les gens vont, en fait prendre des décisions de merde et on en revient presque au manque d'humilité et au problème de contrôle. C'est-à-dire qu'on pense savoir ce qui est bon pour les autres à leur place, donc on va l'imposer. Et en plus, ça c'est un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a introduit de la morale dans le domaine de la loi et de la politique. Et dès qu'on fait ça, bah, c'est la route de la servitude, en gros. Pour ceux qui ont pas lu le livre, c'est le livre de Friedrich Hayek, La route de la servitude. Et il explique plutôt pas mal pourquoi, à partir du moment où on a commencé à introduire la morale dans le débat politique, bah, on a assez vite dévié parce que c'était pas en plus, c'était pas une morale saine, si on peut l'entendre comme ça. Mhm. Et ouais, du coup, je trouve ça assez drôle parce que j'ai vraiment moi eu le débat avec des gens qui vraiment défendaient ces 2 positions en même temps. Et pour moi, en fait, ça n'a aucun sens. Tu peux pas être cohérent et prétendre être cohérent et défendre les 2. Moi perso, je suis pour une liberté totale, donc bah, tu veux te prostituer, tu te prostitues, basta. Et si tu trouves après, je suis pour d'un point de vue, légal. Je suis pas pour d'un point de vue moral. Et ça, je crois que c'est en fait un peu la distinction que les gens ne font pas. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a absence de morale dans les lois que la morale disparaît. C'est le rôle de la religion, etc. Et en vrai, je pense qu'un jour, il faudra faire une émission là-dessus. Bah, en plus, on en avait parlé sur vraiment le lien entre. Enfin, en fait, le fait que le capitalisme libéral poussé à son paroxysme peut entraîner des dérives sur le plan moral. Et que du coup, bah, il faut après se situer sur le spectre du progressisme et du conservatisme, selon bah, à quoi tu adhères. Mais ça reste des décisions individuelles qui ne doivent pas être représentées légalement. Au final, le capitalisme, c'est juste un modèle économique. C'est alors, pour moi, C'est une façon de faire les relations. Non. en fait, pour moi, Les relations d'échange économique. ouais. Et le Mais libéralisme, c'est c'est. un système légal, en fait. C'est qu'en fait, pour moi, les gens se trompent. Le libertarianisme, même plus généralement, ce n'est pas un système politique, économique ou quoi que ce soit, c'est juste la fondation du droit. En fait, on fonde un droit, mais on n'explique pas comment l'économie doit fonctionner, comment la politique doit fonctionner. C'est juste une base de droit qu'on définit. Et ensuite, le système se construit par-dessus, mais c'est tout. Et c'est vraiment ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ça n'implique pas de système économique parce que, bah, en fait, c'est contradictoire. Si tu mets un système économique, tu contredis les principes libertariens. Donc je trouve ça assez important de le préciser parce que les gens ne comprennent pas. Et ouais, après, la morale pour moi, elle est, comme d'habitude, elle est individuelle. Hein, ça n'existe pas une morale collective. Prenez 2 gens dans la rue, vouloir citer une dizaine de faits, c'est assez rare que les gens soient 100% d'accord sur chaque fait. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Les gens bah, ont des opinions qui divergent et tant mieux. Hein. Après, voilà, nous, on a nos préférences. C'est comme ça. Du coup, ça, c'est pour expliquer le fait qu'il ne faut pas qu'elle soit imposée par le politique. Ouais. Super glissant, c'est pour ça, ces sujets. Parce que je trouve que tu arrives quand même toujours dans un relativisme moral. Parce que tu sais, il y a l'argument de se dire, vas-y, dans un monde libertarien, tu peux avoir une communauté qui est à côté de chez toi qui viole des enfants. Tant qu'ils restent dans leur coin. Après, pas forcément, parce que généralement, quand tu violes un gosse, tu respectes pas son intégrité. Ouais. Mais tant qu'il fait pas partie de ta communauté, tu vois. Ouais, plus ou moins. Parce que là, tu ne respectes plus pas le principe de non-agression qui est quand même commun à tout le monde. Hein. C'est plus, à la limite, tu veux faire. Ouais, en fait, c'est vrai que il peut y avoir un glissement là-dessus, mais après, pour moi, bah, le système actuel ne l'empêche pas, déjà. Donc oui, on prétend pas régler les problèmes dans le monde. Ouais. Non, mais c'était plutôt l'idée que chacun puisse avoir, entre guillemets, sa morale et qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'au final, ce que prétend le libertarianisme, comme tu dis, avec un droit initial où tu te construis par-dessus, c'est quand même qu'il y a une sorte de vérité initiale genre anthropologique. Mmh. Genre qu'un humain doit être en capacité de
de, de vivre du fruit de son travail et de pouvoir en user comme bien lui semble. Et il y a quand même une base morale à ça, Mmh. et qu'elle devrait être universelle. Donc, on postule quand même qu'il y a une vérité. Effectivement. Voilà. Mais c'est une vérité, après c'est vrai que c'est une vérité, comment dire? Les Autrichiens, ils parlent de enfin, c'est plus axiomatique, dans le sens où, en fait, tu observes, tu pars d'axiomes qu'on pourrait presque Ouais, mais appeler qui te semble éthique. ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, bah Parce que pour toi, il faut qu'un individu puisse se maintenir par soi-même et pas par la coercition d'un groupe. Parce qu'au mmh, final, je pense que même leur éthique, elle est cohérente, tu vois. C'est qu'ils vont ouais, quoique. Euh, mais que si tu arrives à mettre de côté certaines choses et que tu fermes un œil, genre ils vont te dire non, bah pour nous, en fait, notre éthique, c'est de se dire bah on vit par le groupe et c'est le et en fait, on force ce comportement parce que c'est mieux pour la société que ce soit le groupe qui maintienne en vie les faibles. mmh. Alors que nous, on va dire que non. En fait, le fait de laisser l'individu souverain et libre est moralement supérieur au fait que tu imposes un groupe pour subvenir aux plus faibles. Ouais, je suis d'accord. Oui, non, c'est l'axiome de base, hein. Je Mm, suis d'accord, c'est sûr que si on n'est pas d'accord là-dessus, oui, après tu peux pas construire un système cohérent. En tout cas, nous, on pourrait pas. Mais, mm, mais c'est vrai que ça, après, c'est vrai que je le remets jamais en question parce que pour moi, c'est tellement évident. Mais c'est vrai que si tu remets ça en question, ça change tout. Et effectivement, dans ce cas-là, on construit plus le même système et on peut vraiment partir très loin. ouais. Mais c'est que voilà, nous, on va se dire de base, si tu pars dans un système comme le leur, tu t'es construit sur une base qui est injuste pour nous, qui est tu prends le fruit du travail de l'autre, Ouais. sans son consentement. Ben, on va pouvoir passer au dernier qui va être assez rapide. On peut presque même le passer en soi parce qu'il est pas. On en a déjà pas mal parlé. En fait, c'est le fait que les gens disent que le néolibéralisme, bon, en admettant qu'ils sachent ce que c'est le néolibéralisme, que ça crée une société de consommation où voilà, il faut acheter et que ça détériore les rapports humains, ce qu'on peut soutenir, mais que de l'autre côté, ça conduit à une généralisation de la pauvreté, une paupérisation du plus grand nombre, qui auraient donc pas la possibilité de s'élever et d'améliorer leur vie par la consommation. Euh, mais du coup, en fait, soit le néolibéralisme pousse trop à la consommation, soit il empêche la consommation. En fait, tu peux pas faire les deux en même temps. Parce que ça voudrait dire que d'un côté, il pousse trop à la consommation, mais de qui, on ne sait pas. Et que de l'autre, en fait, il empêche les gens de consommer parce que tout le monde devient pauvre. Et en fait, c'est pas le cas. La réalité, dans le monde réel, c'est que on pousse les gens à la consommation pour tout ce qu'on a expliqué avant. Donc, de plus en plus de gens peuvent consommer. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de pauvres. Euh, mais ça n'empêche pas les gens d'avoir une forme d'ascension sociale. Au contraire, justement, ça permet à ce que bah, le pauvre d'aujourd'hui n'est pas le pauvre d'il y a 200 ans. Il a élevé son niveau de vie, il peut plus consommer et il a amélioré ses conditions matérielles. Par contre, sur la détérioration des rapports humains, etc., ça, moi, je peux le rejoindre parfaitement, hein. Ça, c'est complètement observable, hein. C'est lié à d'autres raisons. C'est pas juste le fait que la société soit plus capitaliste ou libérale, hein. Par hasard, si on prend le début du XXe siècle avec la séparation de l'Église et de l'État, je pense qu'on peut quand même déjà trouver un point d'accroche à ce niveau-là. Mais il y a plein d'autres raisons. Tu voulais compléter ce point? Lui, il est technique quand même. Parce que ouais, ça revient un petit peu au manque de transcendance un peu dans la vie, qui est d'autre chose que juste bah, vivre pour le plaisir et que tu puisses vivre pour autre chose. Mais en fait, ce qu'ils décrivent par néolibéralisme, c'est pour ça que c'est un peu vrai, c'est qu'au final, c'est le capitalisme franc-maçonnique, quoi. Non, mais c'est un capitalisme genre républicain où bah, il n'y a plus de valeur à part des sortes de cultes bizarres où Mmh. tu t'as détruit la culture ancestrale un peu et des valeurs qui se sont construites avec beaucoup de temps sur des mœurs
et où il y avait une sorte d'histoire et tu dans cette nouvelle ère, où, bah, il y a plus vraiment de culture, c'est le multiculturalisme, tu plus de frontières, et ouais, tu arrives à des comportements de plus en plus bizarres, de gens qui s'en foutent de plus en plus de l'endroit où ils vivent. Mmh. Ouais. Ouais, en plus néolibéralisme, je sais pas ce que tu peux foutre dedans. Est-ce que tu mets le fiat? En théorie, oui. Ouais. Alors, à creuser ce truc-là, pour une prochaine. Ça Ouais. ça ça peut prendre une vidéo en entière. Ouais, non, ça, c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de vraiment beaucoup le développer, Mmh. parce que c'est un sujet qui est pas trop abordé. Enfin, tu parlais des francs-maçons, mais c'est bien, on a vraiment fait tous les sujets sensibles aujourd'hui, il y en a pas un qui est pas passé. Mais en vrai, il y a un vrai sujet là-dessus, notamment, bah, ce que je disais avec la déconstruction, de l'Église. Parce que pour que ce soit bien clair, on dit, qu'en 1905, on a séparé l'Église et l'État. Ce n'est pas vrai. On a remplacé l'Église par l'État. La formulation n'est pas la bonne. Alors oui, Par sur le une autre papier, église. voilà, c'est ça. Et justement, on parle des francs-maçons, mais ce qu'on vous dit, c'est vrai que le sujet franc-maçon, c'est un sujet très compliqué. Les gens s'attendent visée direct, complot, négationniste, tout ce que tu veux. Mais c'est hyper documenté, c'est pas un complot. Et c'est vrai que C'est officiel, hein. ils ont œuvré, C'est pour. l'histoire de France, hein. Ah voilà, c'est leur œuvre. Voilà, c'est des gens qui ont voulu faire ça parce que eux, ils pensent faire le bien. Bon voilà, nous on n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais vraiment, c'est un sujet qui est assez peu abordé. Et pour la question de la transcendance et vraiment d'essayer d'arrêter d'être des merdes, en gros, je vous redirige vers une vidéo qu'on a fait avec Théo Mogenet sur le sujet, Mmh. qui était basé sur un discours de Solzhenitsyn à Harvard, qui s'appelait Le déclin du courage, où justement il expliquait que l'Occident était en train de devenir avoir des temps faibles qui arrivent, enfin des temps difficiles parce qu'on avait des hommes faibles, et il a raison. Et on expliquait comment essayer de vivre une vie pleinement, notamment avec Bitcoin. Donc je vous invite à le voir. Euh, et puis bah nous on va pouvoir conclure. Euh, Conclusion, moi ce que je vous recommande, c'est bah on va essayer de vous mettre le document dans la description. Essayez de juste un petit peu mieux le rédiger. Imprimez-le, pliez-le en 4 ou en 8. Vous le mettez dans la poche de votre pantalon que vous allez mettre au prochain repas de famille pour pas l'oublier. Et puis quand ça commence à parler d'un de ces sujets, parce qu'on a quand même couvert des sujets un peu larges, vous vous levez, vous ouvrez le papier, puis vous terminez tout le monde. Et là, vous y allez. Puis, vous aurez juste l'air d'un bouffon, qui qui a sa fiche préparée et qui était prête à faire la guerre en arrivant. Mais sinon, ils peuvent aussi compléter leur éducation, et leur découverte avec, le livre de Frédéric Bastiat, Sophisme économique. Ouais. Alors qui est beaucoup plus long et large que juste ce qu'on vous exprime ici. Mmh. Mais effectivement, moi je trouve que c'est un point intéressant d'aborder ces notions comme ça, via les sophismes, donc les choses fausses, plus que de juste balancer des choses vraies. Parce que bah, ça permet direct d'avoir une bonne rhétorique quand on vous en parle. Et puis généralement, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, c'est comme avec Bitcoin, il vaut mieux comprendre les problèmes plutôt que d'exposer les solutions. C'est toujours plus facile. Donc ouais, lisez ça. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus, hein, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, c'est important. Posez-nous des questions en commentaire. N'hésitez pas à nous en balancer d'autres si vous voulez qu'on fasse des vidéos complémentaires là-dessus. Partagez aussi vos meilleurs sophismes, Ouais. c'est toujours bon de les partager. Nous, on pourra les relire peut-être dans une prochaine vidéo. Mm. On pourra l'imager avec peut-être des phénomènes d'actu. Ouais, Voilà. carrément. Et bah, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Normalement, petit teaser, mais quand vous allez voir cette vidéo, quelques jours après, le dimanche qui suit, on a une vidéo avec Ulrich Génisson qui arrive, qui est déjà passée sur la chaîne, où on a parlé pendant 2h40, que ce soit du système de santé français versus celui américain, encore du régime keto, du monde en général. Voilà. Elle est absolument géniale. Donc vous inquiétez pas, on revient très vite. Ciao.